Écrivaine, juriste, éditorialiste, évidemment, c'est Rachel Kahn. Et aujourd'hui, j'allais presque ajouter, Rachel, vous êtes une héroïne de bande dessinée. Parce que c'est le festival de la bande dessinée d'Angoulême qui ouvre ses portes et vous allez là-bas rencontrer un autre public, Eh celui de la oui, bande dessinée, avec ça, publié chez Nathan, cette magnifique grande et petite chose qu'est cette bande dessinée, on peut le dire, avec les très beaux dessins de Aude Massot, mm, qui finalement ressemblent beaucoup à votre vie, Rachel. oui, c'est une autobiographie. C'est vrai que Aude a vraiment magnifiquement travaillé en fait ce récit d'un personnage en construction qui me ressemble beaucoup. C'est vrai, dans cette famille où personne ne se ressemble, une mère très blanche, un père très noir, un grand-père qui est un rescapé des camps d'Auschwitz, et puis après avec ce parcours à la fois à la fac, mais aussi à travers le sport. Oui, noire, juive, musulmane et blanche. Comment trouver sa place? C'est vrai que ça fait Oui, beaucoup, hein? ça fait beaucoup et en même temps, c'est très précisément français. C'est-à-dire que ces origines-là, on est tous en France particulièrement extrêmement mélangés, même si certains veulent vous remettre dans des camps, dans un dogme, vous faire croire que vous êtes simplement noir, simplement musulmane ou simplement juive. En France, ce pays de l'humanisme et de l'universalisme, on est autour d'un socle commun de notre égalité, de notre liberté et de notre fraternité. C'est ce que j'ai voulu Oui. faire passer à travers cette BD. Alors, vous êtes tout ça, et cette petite fille qui s'appelle Nina dans la bande dessinée, on va voir les dessins de Aude Ah, Massot, j'adore. qui sont formidablement bien rendus. C'est évidemment, cette petite fille, cette jeune fille, elle grandit dans un milieu aimant, et alors elle va rencontrer évidemment la tolérance de la société autour d'elle. Oui, c'est compliqué, hein, l'air de rien. Alors, c'est pas compliqué quand on est enfant, parce que c'est vrai que dans cet univers-là, Nina Gary, le personnage, l'héroïne de cette BD, elle est entourée de beaucoup d'amour entre son père qui vient du Sénégal, de la Gambie, de sa mère qui vient plutôt de l'Europe de l'Est. Beaucoup d'amour. Mais une fois qu'elle sort, qu'elle commence à sortir, là, on a une Nina qui a plus de 15 ans. Et d'ailleurs, cette BD s'adresse aux plus de 15 ans. Elle sort et elle se rend compte que la société est très clivée et très clivante. Et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à trouver sa place. Elle croyait en fait qu'elle vivait dans un monde de bisounours où les juifs et les musulmans, où les noirs et les blancs, où tout le monde était ensemble avec leur liberté, avec cette altérité. Et elle se rend compte qu'elle est confrontée à autre chose. Oui, alors elle est très gentille, cette petite fille. Oui. Elle veut faire plaisir à ses parents, elle veut être à la hauteur. Et effectivement, par exemple, elle veut faire de la danse. Et on lui explique en gros que une petite fille de couleur, ça va dénaturer le ballet. C'est ça. Le corps de ballet doit être homogène. Et en plus, là, on se situe vraiment dans les fin des années 80, à l'heure où il n'y avait pas beaucoup encore pas beaucoup de métis en France. Donc, effectivement, on lui fait comprendre que ce serait mieux si elle s'orientait vers d'autres formes de danse, la danse contemporaine ou la danse hip-hop. Sauf que Nina, Oui, elle aime le classique. Voilà. Et donc, elle a différentes barrières comme ça au cours de sa vie. Elle a aussi le poids de sa grande histoire, donc la Shoah, ses déportations d'un côté, la colonisation de l'autre, et comment elle peut s'écrire son propre récit, sa petite histoire. oui. Elle va d'ailleurs à la synagogue. Oui, Et là, elle y trouve jusqu'à un certain âge où après elle ne peut plus. Elle voilà. doit aller parmi le public. Mais elle y trouve une plénitude, une sagesse. Sagesse, un recueillement. C'est vrai qu'elle y est bien dans cette synagogue, et puis une nouvelle fois, à l'âge de 14 ans, eh ben, le rabbin lui dit, maintenant, il va falloir que tu ailles chez les femmes en haut. Donc là, elle est aussi blessée, en fait, du fait de partir, en fait, chez les femmes en haut, alors même qu'elle était bien dans cette synagogue. En fait, c'est finalement dans la construction de cette jeune fille, jusqu'à l'âge adulte et jusqu'au moment où elle trouve sa place, finalement, c'est les différentes barrières qui peuvent se trouver sur votre chemin. Oui. Voilà. Mais surtout, c'est l'idée que lorsque vous avez des embûches et lorsque vous avez des barrières, qu'il faut toujours garder la tête haute et toujours garder sa liberté de s'écrire son propre récit. Oui, Hmm. évidemment, elle rêve sur un jeune garçon qu'elle voit, Ah oui, les qu'elle premiers admire, les émois. premiers émois. Hmm. Puis après, alors elle va faire du sport de haut niveau. Oui. Et là, c'est là aussi, le livre est formidable. Il raconte ce défi que ça peut constituer pour devenir, pourquoi pas, championne de France. Mais il va falloir affronter des rivalités. C'est pas simple. Les rivalités, mais surtout une exigence. C'est-à-dire que ce que je voulais dire aussi aux jeunes générations, à l'heure où on est quand même dans une période où finalement la victimocratie ou la victimologie ou les victimologues sont quand même très en présence, c'est le fait que quand on fait du sport de haut niveau, euh,
alors que ce sont des personnes qu'on admire, on l'a vu pendant la Coupe du Monde de foot. Il faut aller s'arracher à l'entraînement. Il n'est pas question de vous dire, de montrer que vous avez un petit bobo, que vous êtes ci, que vous êtes ça, que c'est de la faute de votre religion, etc. Vous êtes là pour vous arracher. Et donc ça montre aussi, finalement, ce que disait Gainsbourg, je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. C'est ça qui se passe sur un stade. Et moi, ça a été le sport, quelque chose de très porteur pour ensuite pouvoir m'arracher, que ce soit en droit, que ce soit dans mes livres ou ailleurs. Oui. Alors, Rachel, il fallait une bande dessinée pour y trouver aussi quelque chose de dramatique dans votre vie, peut-être. Une agression sexuelle gravissime et commise par des jeunes dans ce milieu du sport et qu'elle doit garder, affronter ce personnage. Et ce personnage, on sait que c'est vous. Oui. Vous avez décidé aujourd'hui, au fond, de le raconter de cette manière-là, Oui, ce que vous avez vécu. Oui, parce que... Et puis une nouvelle fois, c'est-à-dire que quand on vit, quand on grandit dans une famille où sans cesse on vous parle du passé, on a eu ces derniers temps et les tirailleurs sénégalais, et la Shoah, et la colonisation. C'est ce qui a fait la grande histoire. Comment on arrive avec nos petits drames, qui ne sont pas petits pour nous, qui sont des grands drames, comment on arrive à les faire passer et comment on arrive aussi à s'en protéger, et comment on arrive à continuer d'écrire notre propre vie, c'est-à-dire comment on arrive à ne plus être cantonné à ce rôle de victime à l'intérieur de soi pour arriver à avoir d'autres objectifs de vie que de se dire victime et d'être blessé par ça. Parce que finalement, si vous passez toute votre vie à être une victime, eh bien, c'est votre agresseur qui a gagné. L'idée, c'est ça, c'est-à-dire que c'est malgré tout de vous émanciper de cette identité carcérale que peut être un viol, par exemple. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, moi, aux jeunes générations aujourd'hui, en tout cas, comment se relever à la fois de la grande histoire, mais aussi des petites histoires. Oui, mais ce viol, il est là, et on voit le personnage, c'est vous, qui le garde pour elle, mais qui souffre, il y a quelque chose de cassé définitivement. Bien sûr, bien sûr. Et c'est peut-être toute mon obsession sur la réparation, que ce soit la réparation des femmes qui ont été blessées par un viol ou autre, mais la réparation aussi de l'ensemble d'une société, comment on fait pour se réparer. Et de toute façon, dans les grandes et les petites choses, comme dans la vie de beaucoup de femmes aujourd'hui, on garde toujours cette trace-là. Mais l'idée, c'est comment on fait avec. Ne pas garder une rancœur, ne pas agir dans la vindicte, ne pas se dire qu'on est à jamais pour l'éternité opposé aux hommes, mais au contraire, comment on va se réparer ensemble. Oui, il y a des images extraordinaires. Comment on peut tendre la main. Aussi, il y a des rivalités dans le sport. Il y a notre jeune fille très méchante, on va dire. Oui. Et ben non, parce que le personnage va à un moment donné lui tendre la main. Dans une démocratie, on a besoin d'avoir des opposants. On a besoin d'avoir des concurrents. Et c'est vrai que moi, je milite toujours pour être au plus près, non pas des gens avec lesquels je m'entends, avec lesquels on est tout à fait d'accord, mais aussi d'aller discuter avec des opposants. Et en sport, c'est très fort. Quand vous avez un concurrent, c'est le concurrent qui vous fait vous dépasser. Et quand vous parlez à votre concurrent, quand vous essayez de tisser quelque chose, déjà, dans notre pays, qui est normalement le pays où la fraternité est un droit, mais aussi un devoir, eh ben vous êtes quand même dans une espèce de responsabilité à parler à vos opposants. Et je voulais rajouter quelque chose par rapport au sport. Dans notre contexte, où tout le monde dit que c'est l'autre en face qui est le fautif et le méchant, etc., dans le sport, le principal opposant, le principal concurrent, c'est vous-même. C'est vous, en fait. Quand vous êtes au début d'une ligne de 100 mètres, votre principal ennemi, c'est vous-même. Et ça, je pense que c'est aussi la beauté du sport. Oui. Alors le personnage de cette bande dessinée, il va gravir les échelons, il va travailler, il va rêver d'entrer à l'université. Et puis, voilà, et au fond, de se dire, on peut y arriver. Avec beaucoup de travail, voilà. D'aimer le travail, d'aimer cette exigence, d'aimer aller, s'arracher, se battre contre soi-même, je l'ai déjà dit, mais de pousser ses limites et surtout de ne pas rester bloqué à ses peines, à ses douleurs, à un passé qui est immense, mais toujours pour garder la plume à la main de son propre récit, dans le présent.
Voilà. Ouais. C'est le message que je voulais faire passer notamment aux jeunes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien dans une société très fracturée entre les générations, où les jeunes et les vieux n'arrivent plus à s'entendre, où il y a des histoires de race, de communauté. Moi, l'idée, c'était de véritablement se remettre en question en responsabilité citoyenne, parce que on a de la chance dans notre pays humaniste, universaliste, d'avoir cet ensemble-là à l'esprit, parce que d'un point de vue sportif, c'est une véritable clé pour atteindre des victoires par rapport à nous-mêmes. Oui, Ouais. oui. La petite Nina, elle est tellement attachante et ce livre est tellement formidable. Je veux saluer les dessins de Aude Massot. Aude, ouais. Absolument formidable. Il y a des scènes poignantes, il y a des scènes drôles, il y a les premières booms, Oui, les il y a les premières premiers, dragues, il y a exactement. la mort des gens qu'on aime, Ouais. il y a la vie au fond. Et tout ça fait aussi ce qu'on est. Alors, vous disiez souvent d'ailleurs dans cette interview, Rachel, vous parlez de politique. En fait, on se dit, finalement, la Rachel Kahn qu'on voit là, celle qui est là, qui nous interpelle au plan politique, elle a comment dire, appris Bien sûr. la politique dans la vie, dans la jeunesse. Bien sûr, mais la vie est une leçon. Et c'est vrai que moi, si j'ai écrit avec Aude les grandes et les petites choses, c'est oui, pour transmettre aux jeunes générations, mais aussi pour livrer quelque chose de moi-même aux personnes qui avaient lu Racé, pour leur faire entendre dans quel universalisme je suis née, et puis toutes les leçons que j'ai pu avoir sur ma route et qui m'ont fait grandir, et parce que certaines personnes me disent « Oui, mais tu rentres pas assez dedans, etc. » Moi, je peux rentrer dedans sur un stade, je peux rentrer dedans dans l'écriture, mais pas forcément être en confrontation sur le buzz, etc., qui ne mène à rien. Mon idée de la vie, c'est de toujours apprendre et, pas à pas, de réparer notre société. Et ça, c'est ma mission politique, qui m'a été transmise. Voilà. Oui, on est loin des réseaux sociaux, on est loin du bashing, comme on dit. Oui. On est loin parfois, vous en prenez plein la figure, Rachel. Oui, j'en prends plein la c'est figure. vrai. Oui, mais alors justement, par rapport à ça, c'est vrai que bon, il y a des hashtags, on me dit très... Vous savez, quand on réussit ici, avec ses origines, comme on veut vous assigner à une couleur de peau, à une religion, on veut vous assigner à un dogme. Si vous êtes noir, vous devez penser comme une noire, etc. Le fait d'être en liberté, le fait d'aller s'arracher, le fait d'avoir ces exigences, à partir du moment où vous atteignez vos objectifs, vous êtes considéré comme un traître. Donc, c'est pas très intéressant. Moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est par rapport, en fait, à cette vie avec la colonisation d'un côté, mon grand-père était tirailleur sénégalais, la Shoah de l'autre, qu'au fond, ces histoires de réseaux sociaux, comme dirait Jacques Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Même si Roselyne Bachelot avait repris cette expression aussi, elle avait Absolument. dit anatomiquement, c'était compliqué pour elle. Je l'adore, Roselyne. Merci beaucoup, Rachel. Merci à vous. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'optimisme au fond. Il faut. Au fond, on peut faire de la politique avec de l'optimisme. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de propos, de violence. Voilà, et c'est très tranché. Aujourd'hui s'opposent deux camps. Sans être manichéenne, aujourd'hui s'opposent deux camps. Ceux qui célèbrent la vie, ceux qui veulent trouver des solutions par rapport au bouleversement de notre société, la question de l'Afrique fondamentale, l'Ukraine, la Chine, etc. Les générations, et donc dans une optique de développement durable, mais qui prend l'humain et le vivant en considération. Et de l'autre côté, des personnes qui pensent avec une énergie profondément morbide, une énergie vraiment de la terreur, et qui finalement n'émancipe pas l'être humain. Donc voilà, moi je me bats pour le vivant et pour célébrer la vie. Oui, d'une certaine façon, vous diriez que ceux qui luttent contre le racisme, parfois, ne vont pas dans la bonne direction. Lutter contre le racisme en vous appelant par votre couleur de peau, c'est complètement antinomique et contradictoire. La lutte contre le racisme et toutes les formes d'intolérance, elle doit se faire de manière extrêmement ouverte pour qu'on soit plein et pour qu'on soit tous différents à lutter contre le racisme. C'est ça l'humanisme et l'universalisme. Si vous êtes que entre vous, avec des clones de vous-même, ce qu'on appelait les réunions en non-mixité, pour lutter contre le racisme, ça n'a pas vraiment d'intérêt et surtout, ça pousse l'histoire dans le mauvais sens, puisque c'est une forme de ségrégation. C'est une ségrégation volontaire. Oui. Donc c'est très dangereux. Alors, ça peut être à la fois, on peut être victime comme vous, évidemment d'un racisme pour la couleur de votre peau, ou d'un racisme parce que vous êtes juive. Ou d'un racisme parce que vous êtes libre.
Je pense Ouais. que c'est le pire parce que aujourd'hui, le plus grand des drames, vous évoquiez tout à l'heure les réseaux sociaux, c'est pas la censure dans un pays démocratique, c'est l'autocensure. Des artistes qui n'arrivent plus à créer en liberté, des artistes qui n'arrivent plus à aller à la rencontre de certaines personnes comme elles le veulent. Enfin, il y a ce truc d'autocensure qui est très prégnant. Moi, je vois beaucoup de metteurs en scène ou de producteurs qui disent non à des projets parce qu'ils ont peur de choquer, etc. Un artiste doit choquer, une nouvelle fois. Un artiste est un législateur de l'ombre. Et d'être, en fait, ces personnes qui se disent antiracistes et qui sont ennemies de la liberté, moi, ça m'écœure profondément. Ouais. Et la parole des femmes? Là, cette parole, vous l'avez libérée pour vous, pour ce que vous avez Absolument. vécu, Rachel. Oui, parce que je me suis dit aussi que les petites, nos petites filles, enfin, nos jeunes femmes, celles qui ont entre 14 et 25 ans, on va dire, elles ont aussi une mutation de leur corps qui est très forte, quoi. Le changement est assez fulgurant. Je voulais parler de ces jeunes filles-là, de ce chemin-là qui est difficile, mais sans jamais être coupé des hommes, parce que les hommes sont nos partenaires les plus précieux. Et donc, moi, je suis féministe, hein, mais un Oui. féministe humaniste et universaliste. Pourquoi? Il y a des féministes qui n'aiment pas les hommes? Devinez. Aujourd'hui, tout ce qu'on a pu entendre, et malheureusement, ce qui a pu faire le buzz sur les réseaux sociaux, c'était des phrases atroces, totalement déshumanisantes des hommes. Moi, je suis profondément avec les hommes. Je ne peux pas me couper des hommes et je ne veux pas des entreprises en non-mixité ou des réunions en non-mixité. Si le seul moment où on peut être en non-mixité, c'est si on va voir son avocat en tant que victime ou si on va voir son médecin. Mais pas à faire carrément un festival en non-mixité. C'est terrifiant, c'est terrorisant. Oui. Votre parole porte, Rachel Kahn. Un jour, vous diriez peut-être faire la politique directement. Non, ça pourrait Oui. arriver. Ah, mais moi, Être ministre ou... Alors, pourquoi pas, mais en fait, ce que je fais aujourd'hui, je prends mes responsabilités, surtout de citoyenne. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est important aussi d'apprendre sur le terrain au jour le jour. J'arrête pas. Oui, mais on ne manque pas un peu de courage en politique ou de femmes courageuses que vous pourriez l'être? Écoutez, alors oui, c'est-à-dire qu'en fait, alors je ne sais pas si on manque de courage en politique. En tout cas, il y a un petit problème qui, moi, me fait très peur, c'est le pas de vaguisme. C'est-à-dire les gens qui veulent ne pas faire de vagues. Quand on a des énergies délétères, morbides, qui veulent tuer les principes fondamentaux de la République française, par exemple, qui entachent nos principes humanistes, universalistes, il faut le dire, il faut le pointer. Il y en a, vous dites que ça existe et ça n'est pas dénoncé. Et ça n'est pas dénoncé. Quand aujourd'hui, par exemple, on va dénigrer... on va dénigrer l'émancipation de l'être, on va dénigrer l'existentialisme pour vous ramener à un essentialisme parce que femme, vous devez justement penser femme, être contre les hommes, etc. Ça, c'est extrêmement dangereux. C'est une dictature. C'est un narratif qui me fait penser, moi, à Staline et pas à autre chose. Et là, il faut... Il y en a, vous dites aujourd'hui, qui ont un discours qui fait penser à Staline ou à la dictature. Bien sûr. Non seulement le discours, le discours, mais aussi les actes. Qui vous empêche d'écrire en liberté, qui vous met dans cette case, qui vous assigne, qui vous met en cellule. Alors, ce sont des prisons qui sont immatérielles. Oui. Mais moi, lorsqu'on me dit, parce que je défends l'humanisme et l'universalisme et l'ouverture, et que je milite pour que nos plus jeunes soient des citoyens éclairés, et qu'on me dit que moi, je suis de l'extrême droite, c'est quand même assez dangereux. Ce sont des méthodes qui relèvent du tribunal populaire. Donc, avec ça en présence, oui, il faut avoir un minimum de courage et exprimer les choses noir sur blanc, si je peux me permettre ce jeu de mots. Oui, mais vous diriez, on ne vous fera pas taire. Parce que jamais. Oui. Jamais, puisque ça fait partie de notre loi fondamentale, la liberté d'expression. Et en plus, c'est pas pour dire des choses... c'est pas pour dire des choses qui relèvent du crime. Ou je veux que la société française se répare. C'est pas dramatique. Oui. Voilà. Non, mais elle est malade. Ça veut dire qu'elle est malade, au fond. Elle est très malade, la société, bien sûr. C'est pour ça que j'ai utilisé cette autre forme d'expression pour pouvoir aller voir nos plus jeunes. Autant que nos aînés, d'ailleurs, parce qu'il y a des grands clins d'œil à nos aînés. Merci Rachel Kahn. Merci beaucoup. Ça s'appelle Les Grandes et les Petites Choses, publié par Nathan, et c'est très très beau, avec les dessins de Aude Massot. C'est une bande dessinée qui raconte, on va dire, votre vie. Et le personnage est formidable. Et évidemment, au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, vous allez rencontrer le public. Génial. Dédicace au programme. Merci beaucoup, Merci Rachel.